Bonjour à tous et bienvenue. Au lendemain de cet épilogue de cette saison de Ligue 1 assez Hitchcockienne avec ce maintien héroïque du Havre à la dernière minute additionnelle sur une Panenka, on va faire un petit bilan justement de cette saison, sachant qu'elle n'est pas totalement finie. Il y aura les barrages entre le Stade de Reims et le Football Club de Metz. Mais avant, on va commencer bien sûr par les satisfactions. Je parlais du Havre et je vais rajouter Angers immédiatement, les deux plus petits budgets de la Ligue 1 qui finalement vont se maintenir, et je le répète, de manière presque hollywoodienne, Hitchcockienne pour les Havrais avec cette dernière rencontre à Strasbourg. Et le plus intéressant déjà, c'est qu'ils sont allés gagner à la Méno, qui est un stade où vraiment c'est très compliqué d'aller, sachant que Strasbourg jouait potentiellement une qualification en Ligue des Champions. Et toi, que personne ne misait un copec sur toi il y a quelques mois, rappelez-vous, hein, on disait que Le Havre et Montpellier c'était dans la charrette, sachant qu'en plus Le Havre n'avait pas les moyens économiques pour énormément se renforcer. Ils ont gardé une confiance dans le groupe, dans plein de gens qu'on décriait. Et puis à force d'abnégation, parce que là pour le coup c'est un maintien d'abnégation. Un maintien où ils sont allés récupérer des points et ils sont allés enquiquiner des équipes alors que personne ne les attendait sur les 10 dernières journées. Même Marseille, je crois qu'il va gagner au final, je crois 3-1 lors de l'avant-dernière journée. Mais je veux dire, ça a bataillé, ça n'a pas été non plus facile. Le Havre n'a jamais abdiqué. Donc énorme maintien pour eux, surtout avec cette manière-là. Mais que dire d'Angers? Angers, c'est encore un plus petit budget. Alors cette année, ils vont perdre quoi? Entre 8 et 9 millions, je crois, ce qui est pas si énorme que ça en structurel quand tu connais la situation économique des clubs. Et en fait, tout a été mesuré. Angers, qui il y a quelques années, on avait parlé, c'était terrible. C'est-à-dire que le club était gangréné de l'intérieur, enfin, c'était abominable. La descente, elle était totalement logique, et même avant déjà, c'était parti, enfin bref. Depuis 2 ans, Angers, c'est le club le plus intelligent de France, je pense. Je parle, attention évidemment, je parle au niveau d'Angers, c'est-à-dire en termes de moyens, etc. et tout. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été dans ce projet structurel déjà, c'est bien. En même temps, ils ont assaini le club. C'est simple, aujourd'hui, Angers, les gens, ils ont le sourire. Vraiment. Soit à la formation, que ce soit chez les pros, dans les bureaux. Alors, c'est vrai, les effectifs ont été réduits, ça a été très dur. Et ça va être encore réduit l'année prochaine, la masse salariale va encore baisser. Mais vous vous rendez compte, quel club dit aux joueurs, il n'y a pas de prime cette année, pas de prime de match. Et les mecs disent, ok, pas de problème. Quel club va dire à son meilleur joueur, Abdelli, non, écoute, là, il faut que tu fasses ta saison, etc., sachant qu'il n'a pas le salaire qu'il aurait pu espérer ailleurs. Et donc, entre guillemets, aide-nous, parce que si tu pars là, notamment cet hiver, ce serait compliqué. Les joueurs disent, ok, pas de problème. C'est-à-dire que le joueur estime qu'il y a une relation de confiance avec ses dirigeants. Mais c'est ultra rare. Mais c'est ultra rare. Dans le même temps, tu as évidemment, on parle d'Abdelli, super joueur. On peut parler de Fofana, le gardien. Il y a la success story, le Paul. Mais le Paul, c'est très intéressant, on en a déjà parlé il y a un petit moment. C'est Greg Maliki, l'entraîneur des gardiens du SCO d'Angers, qui va conseiller au directeur sportif, Boissier, regarde-le, etc. Et tout. C'était quelque part un travail d'équipe. Ils sont allés le chercher donc il y a 1 an et demi, 150 000 € et quelques bonus à Épinal en national. Il a mis un peu de temps, il y avait l'adaptation, d'abord en Ligue 2, voilà. Ensuite en Ligue 1, il n'était pas toujours titulaire. Et puis s'est imposé au fur et à mesure de la saison. 9 buts en Ligue 1, 4 en Coupe d'Europe France, donc 13 toutes compétitions confondues. Et notamment ce fameux doublé décisif, je ne dis pas de bêtises, à Nantes, qui a scellé le maintien des Angevins. Mais bravo à eux. Avec ce maintien, avec toute l'histoire en plus qu'il y a derrière, sachant qu'il y a aussi des historiques et tout, on peut que tirer notre chapeau à Angers. On va le tirer également à Auxerre, qui fait une très belle saison, je crois qu'il termine 11e. On en a très peu parlé, avec évidemment Gaëtan Perrin, qui est en double-double, passe décisive et but à plus de 10, ce qui est énorme. Mais globalement, la saison a été maîtrisée, ils n'ont jamais été en danger. Il termine devant Rennes, je crois qu'il termine même devant Toulouse, ou quasiment à côté de Toulouse, hein, je crois. Je veux dire, c'est une très 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 belle saison pour la GIA. On va aussi mentionner Brest. Alors certes, il n'accroche pas une Coupe d'Europe cette année, mais je veux dire, la première partie de saison, elle était très dure, ils n'avaient pas l'effectif pour jouer les deux compétitions. En Ligue des Champions, ils n'ont pas été ridicules, bien au contraire, ils ont fait rêver énormément de gens. Et ils font une très bonne deuxième partie de saison. Donc on sait très bien que s'ils n'avaient pas eu forcément à doubler avec la Coupe d'Europe, tu te dis qu'ils auraient même pu terminer plus haut. Donc honnêtement, Brest, qui a un club plutôt sain sur certains points, alors sur le recrutement, j'aurais peut-être des choses à redire sur certains agents et tout, mais globalement sur tout le reste, évidemment on a les Ajor, on a des mecs sur lesquels en plus le peuple brestois peut s'identifier. J'ai envie de leur tirer mon chapeau. Après on va dire oui, bah, les qualifiants en Ligue des Champions, de Marseille, de Monaco, ouais bon, les clubs n'ont pas été réguliers, je vais pas les mettre dans les satisfactions. Je veux dire, que Marseille et Monaco soient en Ligue des Champions cette année, ouais mais en fait c'est normal. Je veux dire c'est normal, surtout Marseille, hein. T'avais pas de Coupe d'Europe à côté, il y a eu des investissements, on va pas leur dire bravo pour simplement avoir tenu leur rôle. Nice par contre, alors ridicule en Coupe d'Europe, ça a été de haut de bas, personne ne misait un copec sur eux 4e. Personne ne misait un copec sur Nice 4e. On avait parlé quelques mois en disant moins d'argent, plus d'idées. Alors certes, il y a eu d'autres choses, mais en plus, quand tu vois la cascade de blessés, notamment sur le sprint final, tu as envie de dire bravo à l'abnégation, bravo pour cela, parce que c'était pas évident. Alors évidemment, ils sont qualifiés en barrage de Ligue des Champions, donc c'est une barre qui seront au tour principal. Et bien évidemment, si on va plus haut, on est obligé de saluer le Paris Saint-Germain, cette énorme force collective qui a roulé sur la Ligue 1 et sur l'Europe depuis quelques mois. Passons aux déceptions.
Alors, Montpellier, c'est à part. On en avait fait une vidéo, c'est terrible. 16 points seulement en 34 journées. Le problème, en plus, c'est que tu descends avec une dynamique très négative. C'était l'inverse d'Angers. Quand Angers était descendu en Ligue 1, en Ligue 2, pardon, ça avait été catastrophique, rappelez-vous. Sauf que Dujeu était arrivé sur le banc et en fin de semaine, il commençait à gagner des matchs. Ça va enclencher quelque chose. Mais là, t'as rien enclenché à Montpellier. C'est pire que ça. Et tu te demandes ce qui va se passer. Ah oui, on va séparer des gros salaires, on va remonter. Ok. Saint-Etienne, ils disent pareil. Non, mais c'est bon, on a appris. De toute façon, on va être bien en Ligue 2 parce qu'on va tout de suite remonter, ça va nous permettre de travailler. Le club est en lambeaux à l'intérieur. Je parle dans les bureaux et tout, il y a une ambiance exécrable. Les propriétaires le savent, font rien, comme ils n'ont rien fait. On a un grand propriétaire, Larry Tenenbaum, qui a quand même sorti alors, la phrase, mais la plus incroyable. De toute façon, on n'a pas besoin d'argent des droits TV. Donc en gros, j'ai l'argent. Mais ne dis pas ça dans le football, Larry. Tu dis ça dans le football, il y a des gens qui vont arriver, qui vont se dire, oh, on va arriver, on va te mettre des transferts de mecs de Serbie de 3-4 millions ou d'autres qui n'ont pas joué. Alors, Saint-Etienne, c'est exécrable parce qu'il y a eu des investissements qui ont été réalisés, plus de 20 millions. À l'extérieur, je crois que c'est la pire équipe du championnat. Donc encore une fois, ça te montre que ce club, sans son public, ne serait même pas en Ligue 1. Quel club Saint-Etienne? C'est un club exceptionnel. Geoffroy Chartoux, de voir la saison qu'ils font. L'ambiance délétère qu'il peut avoir en interne, elle se ressent aussi un peu dans le vestiaire qui vit pas trop. On ne comprend pas les choix. Enfin, personne ne comprend quelque chose à ce que fait Klimer. Mais personne. Ah oui, par contre, on fait de la communication avec les ultras, machin, c'est de la com. Hein. C'est de la com parce que si tu reparles de leur bilan, il est catastrophique. Et cette arrogance de dire non, on va remonter. En off, ils disent ça depuis des semaines. Alors, on va tempérer. Parce que vu les problèmes économiques de certains, ça se trouve qu'ils seront en Ligue 1 l'année prochaine. C'est pas forcément dit. Et en parlant de ça, on est obligé de parler du stade de Reims. C'est pareil. Caillot, le propriétaire, il dit mais de toute façon, il compte sur les défaillances de ceux d'avant pour dire de toute façon, on va se maintenir. Financièrement, avant de parler sportivement, je parlais financièrement. Le club a vécu au-dessus de ses moyens, on l'avait expliqué. Plus de 30 millions de pertes par an, déficit structurel, la masse salariale qui explose, enfin, c'est n'importe quoi. Mais pas grave, on vend les joueurs. Donc là, ils en ont vendu 2 avec Badou, etc. Et ils disent que ça va compter cette année. Donc en fait, on va être tranquille. Ok, si tu veux, cette année, tu vas perdre 30-35 millions. Tu as enfin un petit peu baissé ta masse salariale qui est exponentielle, d'accord. Le plan de Reims, donc c'est d'attendre que les mecs coulent en haut pour dire on est en Ligue 1, de vendre tout ce qui bouge cet été, les Nakamura qui fait une super saison, Diouf qui fait une super saison et d'autres, et de repartir qu'avec des jeunes type Montpellier. Donc tu sais que l'année prochaine, t'es KO. Alors c'est vrai qu'il y a une bonne formation à Reims sur certains points, etc. Mais c'est-à-dire que quand on arrive là, tu dis bah, regarde, je suis tranquille financièrement, en gros, je vais tout liquider. Ça te montre à quel point le club était géré d'une manière désastreuse. Et ce désastre, ce confort dans lequel certains joueurs ont été mis avec des salaires démesurés, les dirigeants aussi, bah, il t'explose à la gueule. Parce que t'es pas à l'abri que Metz gagne non plus en barrage. Même s'il est vrai, et M. Caillot a raison, c'est que potentiellement, il y aura des défaillances économiques de certaines équipes. Mais quelle tristesse pour le peuple rémois. Alors oui, il y a une finale de Coupe de France un peu miraculeuse. Je veux dire, même contre Cannes dans le jeu, tu te fais quasiment dominer. Et puis il y a une constante, parce que si vous regardez, Montpellier a changé d'entraîneur plusieurs fois, Saint-Etienne, Reims, tu remarques que cette année, tous les changements d'entraîneur, ça n'a pas non plus déclenché quelque chose de super positif. Hein. Prenez le Stade Rennais, ouais bon, 12e, d'accord. On va pas dire non plus qu'Abibay a révolutionné, même s'il y a un énorme numéro de communication derrière, le football quoi. Je veux dire, Rennes, c'est une saison catastrophique de tout le monde. Hein. Joueurs, direction, staff. Et même s'il faut reconnaître à Abibay un certain mérite, puisque ce n'était pas évident de collaborer avec un président aussi interventionniste, cette mode des nouveaux coachs très habiles, on va dire, en conférence de presse, on l'a vu aussi avec Paulo Fonseca à Lyon. Ça n'a pas été non plus un énorme succès ce changement de coach. L'OL termine donc 6e. Alors, qualifié en Conference League et probablement en Europa League si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. Néanmoins, ce n'était pas l'objectif. On rappelle qu'on avait visé et planifié une qualification en Ligue des Champions. Il y a eu ce finish absolument désespérant des Lyonnais, cette faiblesse sur coup de pied arrêté, cette dépendance à certains joueurs. Il y a évidemment cette composition à Monaco où Lyon va donc perdre l'avant-dernière journée avec Cherki sur le banc. Et évidemment cette dépense à Tolisso. D'ailleurs, si on parle de satisfaction, que dire de la saison de Corentin Tolisso? Pour le coup, comeback absolument à un niveau dantesque. Il a porté l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas été le seul évidemment. L'OL très fort en attaque, évidemment Cherki. Enfin, il y a plein de choses à dire avec une défense. Voilà. Alors, il y en a qui ont tout donné. Je pense qu'un Tagliafico aussi en termes de satisfaction, ça mérite, parce qu'en plus c'est un mec très droit et tout. Donc l'OL, forcément déception, parce que pareil, c'est comme Rennes. Quand tu vois les investissements, quand tu vois les ambitions, elles ne cadrent pas avec la réalisation. On va rajouter Nantes en déception, parce que même si le maintien est fêté, mais quelle tristesse, c'est le FC Nantes Atlantique. Comment on peut se satisfaire uniquement de ça? Alors oui, Moses Simon, il a fait plein de passives, il a mis quelques buts, etc. Il y a eu 2-3 bons moments, je veux bien, ok. Mais un jeu aussi mièvre du peu que j'ai vu. Un club géré, bon, voilà, je ne vais pas revenir sur le cirque habituel. On parle du FC Nantes, qui, chaque année, lutte pour essayer de ne pas descendre dans des scénarios, bon, où vraiment personne ne se fait plaisir. C'est vraiment ça que vaut le club? Ensuite, je ne saurais trop quoi dire pour Lille.
parce qu'ils ratent la qualif en Ligue des Champions. En même temps, bon, c'est facile, il n'y a que 4 places, hein, donc 3 directs. Hein. Donc forcément, quand tu as le PSG, c'est dur, avec Marseille. Donc bon, je ne vais pas les mettre là, parce que je veux dire, Marseille, c'était normal pour moi qu'ils soient, ils n'avaient pas une autre Coupe d'Europe, ok. Monaco, quand même fait un très bon mercato d'hiver avec l'attaquant qui ramène, Bielsa, je dois peut-être mal le prononcer, qui met plus de 10 buts en une deuxième partie. Ils en avaient besoin parce qu'ils ont quand même beaucoup raté d'occasions sur la première partie de saison. Puis surtout avec Lamine Camara et Zakaria au milieu de terrain, tu voyages quand même pas trop mal avec Monaco, puis ils ont gagné les matchs qu'il fallait. Lille va quand même s'en vouloir parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer sur plein de rencontres. Et ils ont perdu des points très bêtement. Néanmoins, les mettre dans des espions, non. Mais forcément, financièrement et même pour les ambitions du club, cette non-qualification en Ligue des Champions, elle fait mal. Alors bien sûr, on aurait pu parler de Toulouse, qui au final se maintient tranquillement, saison au milieu de tableau. On aurait pu parler de Lens, Will Steele qui a annoncé son départ. Alors Lens, que dire? On est sur du low cost, c'est de plus en plus le cas. Donc évidemment, c'est une déception pour les 100 heures parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, mais c'est logique parce que, encore une fois, c'est un club qui a vécu au-dessus de ses moyens et qui donc aujourd'hui doit réduire ce train de vie-là. Et c'est ce qui attend beaucoup d'autres équipes, à commencer par le Stade de Reims. Mais bon, pas de panique, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont couler avant, puis cet été on va tout liquider, etc. Vous imaginez quand même que, en fait, pourquoi je vous parle autant de gestion financière en interne? Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui va délimiter, qui va définir la politique sportive et donc les ambitions que tu peux avoir sur le terrain. Est-ce que les fans vont devoir endurer tous les week-ends? Donc en fait, les deux sont intrinsèquement liés. Et quelque part, quand tu vois Angers, surtout, se maintenir, et Le Havre aussi dans un autre temps, tu vois qu'il y a quand même une certaine logique, voire une certaine justice. Quand tu vois Saint-Etienne, Montpellier descendre et Reims potentiellement être dans la charrette, il y a en effet une logique. Quand tu vois Nantes, et voilà, faire toujours des saisons mièvres. Quand tu vois l'Olympique Lyonnais faire le yo-yo à l'image de son propriétaire, parce que l'OL perd la Ligue des Champions sur les mercatos. Hein. Vous regardez qu'à chaque fois sur Textor, le mois d'août et le mois de janvier, c'est les pires mois. S'ils avaient la moyenne de points des autres mois, Lyon sera en Ligue des Champions. C'est très significatif et c'est très symbolique. Et à l'inverse, vous avez des clubs comme Brest, vraiment je tiens encore mon chapeau, comme Auxerre. Alors il y aura encore des choses à redire parce que Malherbe à Auxerre, il y aurait beaucoup à redire. Mais quand même globalement, il y a un minimum de projets. Et tu remarques quand il y a un minimum de projets, et souvent tu arrives à faire une belle saison. Bref, j'en ai assez dit et je verrai si je fais aussi un bilan de Ligue 2 et de National. Keep the faith.